Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Le cancer du sein n'est plus la maladie qui attaque uniquement des personnes de plus de 40 ans. Il agresse désormais les moins de 25 ans, c'est-à-dire les adolescents également. Sa prévalence est donc inquiétante, tout comme d'autres pathologies, notamment le cancer aussi, et qui ne cesse de faire des victimes dans le monde des femmes. Ce soir, Regard social marque donc un arrêt pour comprendre la maladie et surtout ses conséquences, avec un point d'honneur sur la sensibilisation. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. C'est Regard social. Avant d'accueillir nos experts, nous allons permettre à quelques cas enregistrés et rassemblés autour de ce plateau pour vous donner en tout cas quelques témoignages aussi intéressants, des témoignages qui vont vous permettre de comprendre la souffrance de ceux-là qui vivent avec la pathologie, c'est-à-dire le cancer du sein. Et avec nous sur ce plateau, Biroc Augustine, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et bienvenue. Merci. Vous avez subi l'ablation de votre sein gauche. Il faut le rappeler, c'est à la suite de ce cancer du sein. Oui, monsieur. Alors, vous êtes avec nous ce soir pour partager également avec les téléspectateurs et nous dire exactement qu'est-ce qui ne marche pas puisque votre ventre a pris du volume après cette ablation du sein. Et avec nous également, Nono Agnès, bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, vous êtes âgé de 25 ans et vous souffrez du cancer du sein. Oui, C'est après des examens qu'on a découvert la maladie. Les examens, après avoir fait une biopsie, qu'on a découvert que c'était justement un cancer du sein. Très bien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes fait accompagner par votre tante, celle qui vous héberge aujourd'hui, depuis 2 semaines environ, ou 3, parce que vous êtes parti de Carman, un endroit où vous étiez chassé par le papa de votre fille, qui n'a pas pu supporter la douleur ou alors votre état de santé. Et vous êtes retrouvé donc chez cette maman Nguesseux, Marie. Bonsoir. Bonsoir mon père. Voilà, vous êtes avec Agnès ce soir. C'est pour nous raconter sa souffrance, son quotidien. Elle est avec vous. Comment vous l'avez rencontrée? Elle, là d'abord, quand elle était malade, elle nous a envoyé sa photo sur le groupe familial. C'est là où je me suis levée, donc je suis allée là où elle était. Je suis arrivée là, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas vivre là-bas avec son état de santé, puisque les conditions de vie là-bas étaient très difficiles. Même manger, elle ne parvenait pas. Je l'ai donc appelée de venir me joindre pour qu'on puisse vivre ensemble. Le jour qu'il y a un bout de pain, on essaye de manger. C'est ainsi qu'elle est venue alors me retrouver à Neubel. Oui. Oui. Alors, elle vit avec vous. Vous êtes avec vos enfants. C'est une charge de plus parce qu'elle n'est pas seule, elle est également avec sa fille. Je suis mère de 9 enfants, d'une grande famille. Avec sa charge aussi, je ne parviens pas à supporter. C'est pour cela que je suis en train de demander au monde entier de pouvoir m'aider pour que je puisse l'aider avec sa maladie qu'elle a su, puisque ce n'est pas une petite maladie. Oui. D'accord. Augustine, alors, ça fait plusieurs années que vous êtes malade. Oui, monsieur. Et vous avez eu la chance peut-être de connaître l'ablation de votre sein. Mais avant ça, vous avez réussi à faire vos 3 enfants. Oui, monsieur. Et la maladie est survenue après. Racontez-nous un peu. La maladie a commencé seulement. Comment j'ai commencé à avoir le sein enflé. Il faisait mal à l'intérieur. Je suis allée voir un médecin au quartier. Il lui a expliqué que j'ai trop mal au sein. Il m'a fait comprendre que c'était l'abcès qui montait à l'intérieur. Il m'a donné un ordonnance, je peux acheter. Dès que j'ai bu, je ne sentais plus la douleur. 1 an plus tard, je ressens le même symptôme, les mêmes douleurs.
C'est là que je vois, je dis qu'on dit souvent que la maladie du sein est souvent très dangereuse. Mais vous n'étiez pas déjà informé qu'il s'agissait du cancer? Non. C'était simplement un bouton, Un l'abcès, petit comme bouton, vous avez dit au ça faisait quartier. mal à l'intérieur. Oui. On ne voyait même pas le bouton. Mhm. C'est là que je commence à l'hôpital à Ndounia. Je suis partie faire les examens pour voir ce qui ne va pas sur mon sein. C'est là que Ndounia m'envoie à Bingo. Je fais l'échographie. On constate que c'est le cancer du sein. C'est comme ça que j'ai commencé la souffrance. Mhm. Depuis 2015, que je souffre comme ça. Oui, mais avant ça, vous avez réussi à faire vos 3 enfants. Mais est-ce que pendant l'allaitement, vous n'aviez pas ressenti ces douleurs? Non. J'ai fait mes 3 enfants sans problème. 3 garçons. Je n'avais jamais eu ces mal. Je n'avais jamais ressenti que je devais avoir ces maladies. Et lorsqu'on vous a dit que c'était le cancer, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai commencé l'hôpital, à la Quintini. Puis que c'est Bingo qui m'avait envoyé à la Quintini. J'ai commencé à souffrir comme ça. J'ai fait tout genre des examens qu'on m'a demandé de faire. Je suis tombée sur le docteur Fonkwa. J'avais lu que j'ai fini tous les examens. Le dernier jour qu'il fallait aller faire les examens, je suis partie faire et j'ai fait les résultats. Il m'appelle que ma fille soit courageuse. Il me demande ce que mon mari fait. J'ai dit que c'est un Mexicain. Il me demande si j'ai la famille. J'ai dit que j'ai la famille. Très pauvre. Que Augustine, vous avez le cancer du sein. Qu'il faut seulement qu'on coupe une partie de vous, le sein. Il a demandé une sorte... C'est le médecin qui vous annonce? Oui, il faut, le docteur Fonkwa. Oui. Qu'on va enlever une partie de mon sein. Il faut extraire une partie de votre sein. Oui. Parce que c'est une partie déjà endommagée. Oui. À cause du cancer. À cause du cancer. Parce que quand ça faisait mal comme ça, à la dernière minute, ça coulait le sang. Donc je restais toujours, je gagnais, je mettais les tissus sur mon sein. Pour que ça ne me salit pas. C'est comme ça que j'ai souffert. J'ai commencé la souffrance comme ça. Donc on m'a demandé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Finalement, on a réussi à extraire cette partie du sein. On a reçu à cotiser l'argent partout, les amis. On a coupé une partie de moi. Après avoir coupé, on a coupé mon sein à Yaoundé. On m'a demandé de faire la chimiothérapie pour que la vertu finisse, pour que je ne ressente plus ça. Oui, c'est en 2015. En 2015, oui, qu'on a fait tout cela. Il n'avait plus de l'argent. Il n'avait plus rien pour faire la chimiothérapie. C'est comme ça que j'ai tout abandonné. Alors, donc vous n'avez pas, ou alors le traitement n'a pas été suivi jusqu'à terme? Le traitement n'a pas été suivi. Vous n'aviez pas de moyens à cette époque-là? Il n'y avait pas de moyens. Oui. Parce que l'argent était trop beaucoup. Vous êtes allé rester à la maison? Je suis partie à la maison, puis que je ne pouvais plus rien faire. Parce que je regardais, je ne voyais plus qui pouvait m'aider. C'est là que j'ai commencé les charlatans. Je marchais un peu partout. On me proposait partout. Praticien, qu'est-ce qu'on vous proposait là-bas? On me disait toujours qu'on devait me soigner. Que c'est une maladie qu'on va soigner avec les remèdes indigènes.
chaque fois que je partais chez un parti caressien, il demandait sa part d'argent. Il commençait le remède et il ne finit pas. Parce qu'il veut de l'argent. C'est comme ça que je laisse tomber. Quatre ans plus tard. Alors, il y a eu quand même 4 années qui sont passées entre-temps, puisque vous avez fait le tour de ces tradipraticiens qui n'ont pas réussi à résoudre votre problème. Mais une chose a changé en vous. Votre ventre a pris du volume. 4 ans plus tard, je suis tombée malade. Je sentais trop mal au ventre. Je disais que c'était un mal de ventre simple. Chaque fois que je mangeais, j'avais trop mal. Au point que je ressens une autre boule qui montait sur mon ventre. Je commence encore à l'hôpital. On me fait comprendre que c'est le cancer qui est descendu dans mon ventre. Donc, le cancer du sein. Le cancer du sein. Après l'ablation de votre sein, le cancer a trouvé un autre endroit. Un autre endroit. Oui. Et c'est mon ventre. Depuis tout ce temps, j'ai couru partout pour ma guérison. C'est ça qui fait gonfler votre ventre, comme ça? Oui, c'est ça qui fait enfler mon ventre. Quand ça a commencé à enfler, beaucoup de gens se disent que c'est la grossesse. Moi-même, je croyais que c'était la grossesse. Je suis allée à l'hôpital faire le test de grossesse. Je constate que ce n'est pas ça. Et j'ai arrêté de saigner. Depuis 1 an aujourd'hui, je ne vois plus mes règles. À cause de ça? À cause de ça. De ce mal qui enfle mon ventre. Alors, comment ça fait comment sont vos journées? Est-ce que vous ressentez des douleurs? Quelque chose bouge dans votre ventre? Racontez-nous un peu comment ça se manifeste. Quand je reste, mon ventre bouge exactement comme si quand une femme est enceinte. Ça donne les coups de pion. Parfois, quand tu restes comme ça, je reste et je vois comment mon ventre bouge. Même si tu es à côté de moi, là, tu peux voir comment mon ventre bouge. Comme si c'est l'enfant qui était dans mon ventre. Et quand ça fait comme ça, je ne mange plus, je n'ai pas l'appétit. Je ne peux plus manger, ni boire de l'eau. Parce que ça me fait tellement mal. Au point que même l'eau simple, je ne bois pas. Parce que j'ai peur que je vais boire. Ça va s'aggraver. Donc actuellement, vous avez un seul sein, le sein droit. Le sein gauche a été, une partie a été supprimée. Supprimée. Et maintenant, les métastases, la suite de ce cancer, c'est au niveau du ventre. Oui, oui. Et ça fait plusieurs années que votre ventre prend du volume. Ça fait forcément 1 an. 1 an. Que mon ventre a pris le volume. Oui. J'ai arrêté le saignement. Dès que ça a commencé à enfler, j'ai arrêté le saignement. À chaque fois que je partais à l'hôpital, je posais sur la question à quel âge une femme peut atteindre la ménopause. Pourquoi on me dit ça? Je rappelle que vous êtes âgé de 36 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça? monsieur. D'accord. Alors, vous prenez du souffle, le temps de parler avec Agnès qui est avec nous, qui ne cesse de couler des larmes également à cause de la douleur qui la traumatise. Vous, ça fait à peine 1 an que vous êtes malade. Je suis malade.
On ne vous entend pas. Et ça fait de cela 1 an que je souffre de ce cancer du sang. Mhm. Oui. J'ai découvert que j'avais le cancer. Ça part à 10 mois. J'ai su que c'était le cancer du sang. Vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on vous entende à la maison? Ça fait 10 mois que j'ai su que c'était le cancer du sang. Oui. Avant, je ressentais une boule à l'intérieur. J'ai aussi négligé. Puisque ça me faisait pas mal. Oui, dites-nous, puisqu'on voit bien comment il y a un déséquilibre au niveau de sous votre t-shirt, il y a un sein qui est moins costaud que l'autre. Oui. Comment ça se manifeste? Ça a commencé à prendre du volume il y a de cela 10 mois. Ça développait au fur et à mesure. Ça chauffe. Ça pique aussi. C'est comme ça. Parfois, c'est tendre comme si c'était l'abcès. Mais ce n'est pas l'abcès. Après, ça redevient tout dur, comme le caillou. C'est comme ça depuis 10 mois. Comment sont vos nuits? Elles sont agitées? Elles sont Les calmes? nuits sont tellement agitées puisque je ne dors pas. Ça chauffe beaucoup. Je suis obligée de verser de l'eau. Je mouille la serviette. J'emballe avec. Au fur et à mesure, on me verse de l'eau puisque toute la famille, personne ne dort. Il y a les jours où je suis carrément debout. Je coule les larmes, je pleure. Quand le sommeil essaie de me prendre un peu. Alors, en ce moment précis, vous avez apparemment une bonne mine. Ça veut dire que la douleur s'est estompée. Même là, je suis juste en train de supporter puisque c'est en train de me faire mal. Ça pique à l'intérieur. Est-ce qu'on peut voir un instant comment est-ce que votre sein se présente? Voilà la différence entre les deux. Et c'est ça. C'est douloureux. Oui, ça chauffe. Ça me fait très mal. Au départ, ce n'était pas ça. Oui, on vous entend pas. Expliquez-nous. Oui. Actuellement, là, ça a rougi et les petits boutons sont en train de sortir. Le bout des seins, là, ça a déjà la blessure. Et dernièrement, ça collait un peu le sang. Oui, elle ne dort pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé à l'hôpital aussi? Oui. Comment, je suis allée à l'hôpital. Depuis combien de temps vous avez arrêté de rencontrer les médecins? Il n'y a de cela qu'une semaine, comme j'ai chuté, j'ai perdu connaissance. C'est la douleur était plus que moi. J'ai perdu connaissance. Je suis arrivée, on m'a amenée à l'hôpital Bonasama, où je me fais suivre. Et le chirurgien qui me suit, il a dit que ce n'était plus à son niveau et il nous a transférés à l'hôpital général. L'hôpital général, ils m'ont reçu, ils m'ont mis une perfusion et après je me suis récupérée. Ils m'ont posé certaines questions, je les ai répondues, ils ont vu tous mes papiers médicaux. Ils ont décidé de me faire suivre et m'interner. Ils m'ont demandé si la mère vivait, le père vivait. J'ai dit non. Il n'avait plus les parents. Vous êtes orpheline de père et de mère? Et de mère. Oui. Ils m'ont demandé si j'avais un mari. J'ai dit non. Le père de ma fille, il m'a abandonnée. Il m'a abandonnée qu'il a compris.
Que j'étais malade. Il m'a chassée de chez lui avec l'enfant. Il ne demande même pas comment l'enfant, si elle a mangé, comment elle dort. Qu'est-ce qu'il a dit lorsque vous chassez? C'était pourquoi? Il m'a dit d'aller rejoindre ma famille et que lui, il ne pouvait plus supporter. Et que c'est à ma famille de prendre en charge qu'il n'est plus là. Je lui ai demandé pourquoi, puisque quand il m'a rencontré et que je n'avais personne, il ne voulait rien entendre. J'ai fait appel à une dame au quartier de m'aider à le supplier. Il m'a brutalisé. Étant malade? Oui, il m'a brutalisé, il m'a même frappé. Il m'a tenu par la culotte. Il a même déchiré la culotte sur moi. Tout le quartier est sorti en me demandant si je n'avais pas une famille et pourquoi j'ai insisté. Je l'ai supplié de ne pas faire ça, qu'il est en train de me ridiculiser au quartier. Il me poussait avec l'enfant. C'est bien lui le père de l'enfant? Oui. J'ai tiré les valises. Je me suis assise quelque part en route. Ils ne savent même pas quelle décision prendre, ni où aller. J'ai pleuré là-bas longtemps. Il y a une dame au quartier qui me connaissait. Elle m'a dit, va prendre la moto, ne reste pas là. Elle m'a mis sur une moto. J'ai appelé l'une de mes cousines à Bilong. Elle a demandé si elle pouvait me recevoir. Juste pour un bout de temps. Il m'a dit que mais tu es chez toi. Et non, il m'a chassé de la maison. Elle m'a dit ok, viens. Il a dit qu'elle n'aime pas le transport. Elle m'a demandé de venir, elle devait payer la moto. Je suis arrivée, elle a payé, elle m'a reçue avec l'enfant. J'avais tellement fondu. Me voyant, c'est comme si elle ne devait même pas vivre jusqu'à présent. Puisqu'elle réfléchissait beaucoup. Elles m'ont pris, elle m'a fait manger. Elle ne parvenait pas à manger, elle m'a dit mange. Ils ont essayé de l'appeler au téléphone. Il les a insultés. Il a dit qu'ils ne perdent plus jamais leur route à le joindre. Ma cousine lui a dit que mais pourquoi tu fais ça? On ne te connaît pas comme ça. C'est Kevin que tu lui fais ça et qui veut y attendre. Il a raccroché. Et je suis restée avec eux. Après, j'ai dit mais entre-temps, j'étais enceinte d'un deuxième enfant de lui. Et comment je vais tenir avec l'autre enfant et l'autre dans le ventre? Je ne sais pas comment je vais tenir. Nous sommes restés, on m'a fait même 3 jours. Le temps qu'il se calme, peut-être c'est la colère, tout ça. On lui a laissé le temps. 3 jours, 4 jours. Il a appelé. Et il m'a dit que bon, si tu m'as chassé, je vais faire comment? Et la grossesse. Il me dit, va avorter, fais comme tu veux. Je ne veux plus t'entendre, je ne veux pas savoir si tu vis ou pas. Fais de ça ce que tu veux. Et que je ne peux pas avorter, c'est risquer ma vie. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Il dit, ok, garde si tu veux, c'est tes enfants, fais de ça ce que tu veux. Quelques jours après, j'ai dit, ah, mais il ne faut que pleurer. J'ai dit, non, je ne veux pas passer tout mon temps à pleurer parce qu'il me fait souffrir. Ce sont ses enfants. Je n'ai pas pris ça ailleurs. J'ai porté ma fille. Je suis allée là-bas le trouver et lui laisser l'enfant. Il me poursuivait avec l'enfant. J'ai fui au quartier et que reste au moins avec l'autre charge. Là, je ne travaille rien, je ne fais rien.
Je n'ai personne. Garde au moins celle-là. Je suis partie. Il est allé chez l'une de mes mamans au quartier qui connaissait. Il est allé laisser l'enfant. Il a appelé ma maman. Là, il dit que j'ai abandonné l'enfant. Je suis partie. Elle demande que non. Kevin ne peut pas faire ça. Elle aime beaucoup sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Il veut juste laisser l'enfant. Il va voyager. La maman dit non. Puis elle est enseignante. Ça, c'est au moment où j'enseigne. Je ne peux pas t'accorder ça. Où est la mère de l'enfant? Il a constaté. Il appelle la maman le dimanche. Elle dit qu'elle est à la réunion. Il a constaté qu'elle n'était pas là. Il n'y avait que 2 petits-enfants. Il a porté ma fille et allait déposer ma fille là-bas. Il s'est tourné, il est parti. L'enfant pleurait. Qui n'a même pas regardé. C'est une petite fille du voisin qui est sortie porter l'enfant en attendant que la maman rentre. Qu'elle est rentrée, elle a vu l'enfant. D'accord. Alors, il est parti. Ça fait plusieurs mois aujourd'hui. Vous n'avez plus de ses nouvelles? Plusieurs mois, oui. Et après, elle m'a appelé, mais que tante venait abandonner l'enfant ici. Ça veut dire quoi? Je suis allée chercher l'enfant. Sa maman d'abord m'appelle. Elle me dit que va vite prendre l'enfant là-bas chez mon fils. Il doit aller au travail, il ne va pas perdre son travail pour l'enfant. Et que moi, quand tu appelles, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Demande que qu'est-ce qui se passe. Et qu'elle ne veut rien comprendre. Elle veut juste que je ne pas débarrasser l'enfant de son enfant. Ok. Alors, dites-nous, comment est-ce que... Pourquoi on n'a pas vite trouvé la solution à votre problème? Je veux dire, puisque ce qui est transformé en cancer aujourd'hui. J'étais enceinte. Ce n'était pas encore trop développé comme ça. À 6 mois, 7 mois de grossesse qu'on a su, ils ont dit il fallait imputer le sein. Mais avec mon état... Ça a commencé quand même comme un petit bouton, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, un petit bouton, je n'étais pas encore enceinte. Oui. Manque de moyens. Les examens qu'on me donnait étaient chers. Et chaque fois, il est tout en train de pleurer. Il n'a pas l'argent, il n'a pas si... Et le moment où je supplie, il est fier. Il donne un peu d'argent, je fais un peu. C'était comme ça. Je n'ai pas pu faire tous les examens. Jusqu'au moment où les problèmes sont arrivés, qu'ils me mettent dehors. Ok. Alors aujourd'hui, vous êtes chez Maman Marie, celle qui s'occupe de vous. Elle-même aussi qui a... Elle dit avoir 10 enfants à sa charge. Oui. Elle est venue me trouver quand ma situation... Je suis allée accoucher au village. J'ai perdu le bébé. Avec le stress, tout. Même les remèdes du sang, je ne prenais pas. J'ai accouché, j'ai perdu l'enfant. Je suis revenue à Douala. Tout ça avec votre maladie? Oui. C'est là où je suis rentrée à Douala quand j'ai perdu l'enfant pour prendre soin de moi. J'ai essayé de demander aux amis si ils pouvaient m'aider à les examens, ça ne donnait pas. J'ai publié dans le groupe familial. C'est là qu'ils ont vu mon état. Même comme ça, ils n'ont pas trop pris en considération. Ok. Alors, Augustine, vous passez des nuits blanches carrément à cause de la douleur de votre ventre. C'est compliqué pour vous. Je passe la nuit blanche. Vous ne partez pas à l'hôpital, vous n'avez pas de moyens. Je n'ai plus de moyens. Je n'ai plus rien. Les enfants font qu'on appelle. Ils mangent à peine. À cause de la maladie. Alors, qu'est-ce que votre mari dit lorsqu'il vous regarde? Vous parlez avec lui? Il est toujours avec vous? Puis que quand je suis tombée malade, quand on est parti faire opérer mon sein à Yaoundé, après avoir coupé mon sein, j'ai fait 1 an, 1 mois à Yaoundé. Il n'est pas passé. Il ne m'a pas appelé. Quand je fais l'effort, j'appelle.
Il me dit toujours que c'est faux, qu'il n'a pas l'argent. Après mon séjour ailleurs là, j'ai décidé qu'il devait abandonner les enfants. Alors, vous vivez loin de lui. Vous n'êtes pas dans la même localité? Pour le moment, je ne suis pas avec lui. Puisque je suis déjà à l'hôpital, chez les charlatans, pour chercher les remèdes. Alors, dites-nous ce que vous voulez maintenant. Vous allez regarder cette caméra, celle-là, devant vous. Vous adressez à ces gens qui vous regardent. Ce que je veux, que tous ces gens qui vont me connaître, le monde entier, que le Seigneur touche le cœur, qu'il me vienne en aide, que je couvre ma santé. Et je reste auprès de mes enfants, comme toutes les mamans, pour que je vois grandir mes enfants. Parce que je souffre tellement. Tellement. C'est Augustine Biroc qui est avec nous sur ce plateau. Elle est âgée de 36 ans. Et c'est après avoir fait ses 3 enfants que la maladie déclenche donc en elle. Tout commence comme elle a raconté, c'est-à-dire par une petite boule, l'abcès, et après ça prend du volume. Elle réussit quand même à connaître l'ablation de son sein, d'une partie de son sein, et finalement, les conséquences, c'est bien entendu le développement de son ventre aujourd'hui, parce que, dit-elle, et selon les médecins qu'elle a rencontrés, que ça fait partie des conséquences justement de ce cancer qui n'avait pas été pris en charge véritablement. Et, elle a besoin de vous, raison pour laquelle elle est sur ce plateau. Elle est venue vous tendre la main. Elle souhaite revoir ses enfants en bon état puisqu'elle est séparée carrément de son époux aujourd'hui et même de ses enfants, faute de moyens financiers. Et également Nono Agnès qui est également avec nous sur ce plateau et sa tante pour parler de son problème. Vous avez vu, vous avez regardé son sein. Vous le présentez encore? Je présente. Et tout, et tout. Vous parlez avec votre enfant souvent? Oui, Qu'est-ce qu'elle vous dit? chaque fois qu'elle me voit, Elle est maman. elle est en train de me dire, comme elle ne m'appelle pas maman, elle m'appelle par mon prénom. Et le tété fait mal, elle dit oui. Elle dit Asia, elle dit oui. Si je pleure, elle dit ne pleure plus, ça va alors. Elle sait qu'on verse l'eau sang quand ça chauffe. Elle-même, elle porte la bouteille d'eau. Elle vient avec, elle dit prends, verse. Elle essaye de m'aider. Je sais qu'elle a mal. Souvent quand je pleure, je suis obligée de me cacher. Qu'elle ne me voie pas couler les larmes. D'accord. Vous allez également parler à ceux qui vous regardent. Vous regardez cette caméra, vous vous adressez à ceux qui sont là et qui vous écoutent en même temps. Vous leur dites quoi? Je viens aujourd'hui auprès de vous, avec tous les larmes aux yeux, vous demander de l'aide. De l'aide parce que je souffre beaucoup. À mon jeune âge, le cancer du sein et beaucoup de traumatismes. En même temps, je venais perdre un bébé. Il a beaucoup subi. Et je m'adresse au père de mon enfant qui me voit présentement, qu'il ait pitié de sa fille, qui dit qu'il l'aime beaucoup. Père qui voit ma fille, est très mal. Chaque fois qu'elle pleure près de moi, elle est très mal à son jeune âge. Elle marche partout avec moi, où je pleure. Même quand j'ai perdu le bébé, elle était là. J'ai perdu l'enfant était entre ses mains.
Elle est que tout petite. J'ai accouché, elle était sur le lit d'accouchement avec moi. Elle a refusé de sortir. Les docteurs ont tout fait qu'elle sorte. Elle m'a vu accoucher. Quand je pleurais, je lui tapais même en contraction. Elle était là. Elle a tout subi. Ok. Vous demandez de l'aide. Vous souhaitez que les gens vous accompagnent dans cette souffrance. Que me viennent en aide tous ceux qui me connaissent de près ou de loin. Tous ceux qui ont la main sur le cœur. Tous ceux à qui j'ai parlé de ma maladie et qui ont pris ça à la légère. Qui me voient aujourd'hui que je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. À tout le monde entier. Tous ceux qui ne me connaissent pas, tous ceux qui ne me connaissent pas. Vous êtes les enfants, des papas, des grands-pères. Ok. Venez nous en aide, aidez-nous. Je sais que mes larmes ne vont plus couler comme je suis auprès de vous aujourd'hui. Je ne veux plus couler les larmes. Je suis venue auprès de vous. Je sais que vous allez faire quelque chose pour moi, comme vous avez eu à le faire pour les frères et les sœurs. Merci. Nono Agnès est âgée de 25 ans et déjà victime de ce cancer du sein. Vous allez d'ailleurs avoir plus d'explications sur ce phénomène qui continue de traumatiser les femmes. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et bien d'autres cancers également que vous aurez aussi l'occasion de découvrir sur ce plateau avec nos invités. Et Nono Agnès qui est avec nous, 25 ans, et également Birok Augustine, 36 ans, et qui connaît en ce moment une autre phase de sa vie à la suite notamment de l'ablation d'une partie de son sein. Et là, ça devient une véritable, j'allais dire un véritable calvaire pour ces jeunes aujourd'hui qui souffrent de ce cancer du sein. Nous allons marquer une pause, question de vous faire vivre un peu le quotidien d'un des cas, en tout cas, proposé sur ce plateau ce soir. Quel est l'environnement? Est-ce que l'environnement contribue également à dégrader la situation de ces différentes malades? C'est là la grosse question, mais c'est un reportage, j'allais dire une enquête qui a été menée avec la caméra de Danny Warren Z2 sous le regard de Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social. Juste après, nous allons accueillir les experts. Elle caresse dans tous les sens le corps étranger durant quelques temps. Au départ, le bouton ne faisait pas mal. J'ai aussi regardé ça, j'ai négligé, n'ai pas pris part à cela. C'est après que le bouton, je sentais ça maintenant de l'intérieur. Ça a commencé à me faire légèrement mal. J'ai aussi négligé, j'ai cru que c'était juste un truc passager. C'est au fur et à mesure ça a commencé à prendre du volume et ça a commencé à être douloureux. Ça gonflait au fur et à mesure. C'est là que j'ai commencé à prendre plutôt les petits calmants pour soulager, croyant que ça devait passer. Jusqu'à j'ai supporté comme ça là. Ça n'allait pas, j'ai commencé à marcher. Je suis allée dans une clinique avec. On m'a juste prescrit les antibiotiques et inflammatoires. Je suis rentrée, j'ai pris. Ça a fait semblant d'aller. Ça a calmé la douleur. Au bout d'une année, la situation s'est vite dégradée. Mais peu de temps après, le volume était encore énorme. Je suis allée au village avec. Ça n'a pas donné, je suis revenue. En janvier 2020, je suis allée à l'hôpital Bonasama avec. J'ai vu un chirurgien avec. Donc, il m'a demandé d'aller faire la mammographie et l'écho mammaire. Que je suis allée pour faire au labo où il m'a envoyé. On m'a dit que le volume était énorme et qu'on ne pouvait pas faire la mammographie avec. Il a plutôt fait l'écho mammaire et une biopsie. Il a prélevé avec une seringue. Mettre sur 2 lames mammaires. M'a envoyé avec à la cantine. Aller faire la napate. J'allais déposer ça à la cantine. On a fait la napate. On a dit que c'était un tumeur malin.
Je suis rentrée aller montrer les résultats au chirurgien. Il m'a demandé si je savais ce que ça signifiait. Non, je sais que c'est un tumeur. Après, j'ai dit Dieu merci, je ne savais pas qu'un tumeur c'était un cancer. C'est là qu'il m'a dit que c'est un cancer du sein que tu as. J'ai aussi pris ça à la légère. Il m'a dit de venir avec un membre de la famille. Dans un récit, à la voix tremblante, la fille orpheline de père et de mère se sent seule au monde. Son compagnon de tous les temps, et ce depuis 2019, n'est autre que le cancer du sein qu'elle découvre après un périple à travers des formations sanitaires de la République. J'ai appelé mon oncle et l'ai supplié de venir voir, de causer avec le docteur. C'est là qu'il est arrivé, il a causé avec le docteur. Et le docteur m'a demandé d'attendre dehors. J'étais dehors, il a expliqué à mon oncle que je souffrais d'un cancer et que c'est très grave, c'est avancé. Que je suis au niveau 4, que c'était trop avancé. Et qu'il va falloir me faire une chirurgie de propreté, enlever tout le sein. Puisqu'il y a un ganglion au niveau des selles, pas un seul ganglion, mais au moins 3 ganglions au niveau des aisselles. Et qu'il va faire une chirurgie de propreté, enlever aussi les ganglions là. Il a donc programmé d'opérer. Payons-le qu'il n'y a pas les moyens. Et que c'est un truc qu'il faut vite faire, sinon ça va s'en propager dans tout le corps. Depuis lors, la vie de Nono Agnès a basculé. Elle vit aux dépens des âmes sensibles, à l'instar de cette maman qui a accepté de l'héberger dans un décor qui affecte davantage l'état de santé de la jeune mère d'une fille de 2 ans environ. C'est quand j'ai vu ces vidéos qu'elle a eu à envoyer dans le groupe de la famille que je me suis levée donc pour aller la rendre visite. Je suis arrivée là-bas, j'ai vu que là où elle vivait, vraiment c'était déplorable. Elle n'avait même pas de quoi manger. J'ai sollicité qu'elle vienne rester avec moi. Le jour que j'ai même un bout de pain, on essaye de se partager et manger ensemble. En attendant ce qui peut arriver. Ces nuits sont très médiocres, même en journée. Elle ne se sent pas bien. C'est vraiment très grave. Si j'avais même un peu les moyens, je devais l'amener à l'hôpital. Quand elle est venue voir mon état, on lui a dit que je suis souffrante. Elle a d'abord négligé. C'est quand on insiste qu'elle marche, elle arrive là où je suis, qu'elle voit mon état, elle dit merde. Comment tu souffres jusqu'à ce niveau? Tu es caché ici, on ne sait même pas où tu es. Elle m'a pris, elle m'a amenée ici chez elle. Comme ça qu'elle essaye à son niveau de s'occuper de moi. Comme elle peut. C'est elle-même, elle ne travaille pas. Elle a aussi beaucoup d'enfants. Non, à son niveau, quand elle a ce qu'elle a, on a de la nourriture que je ne dois pas manger, ce que je dois manger. Elle me dit que c'est aussi énorme pour elle, que ce n'est pas facile. Le jour qu'elle se réveille le matin, elle essaie de se battre pour un petit truc. Elle me donne, je mange aussi. C'est comme ça qu'on tourne la journée. La nuit arrive. Agnès a développé une astuce qui lui permet de temps en temps de calmer la souffrance, la violence de la maladie, c'est de laisser couler de l'eau fraîche sur le sein endommagé. Avec ce cancer du sein, son quotidien est un véritable calvaire. Toute la nuit, elle sent mal. Les seins chauffent. Ça ne fait qu'enfler du jour au lendemain. Parce que même maintenant, là, ça a augmenté par rapport comme c'était avant. Ça a bien augmenté et les petits boutons sont en train de sortir là maintenant. Oui. Et
Quand on a commencé les hôpitaux, on l'a même mis sur régime. Ce qui fait que je ne parviens pas à suivre même son régime normalement, parce qu'il n'a pas assez de moyens. Depuis que Agnès est dans cette situation, le papa de sa charmante petite fille a fondu dans la nature. D'où la... Dans les bois, elle erre dans les rues, sans savoir d'où elle vient, où elle va. Elle est dans les bois, elle est étrange, toute triste, sans lendemain. Pitié, pitié. Pourquoi m'avoir laissé dans la rue? Pourquoi m'avoir laissé toute seule? Où est donc mon père? Où est donc ma mère? Il était une fois une fille comme moi. Il était une fois une fille comme moi. Il était une fois. Elle est née dans... Voilà le quotidien d'Agnès. Agnès qui est encore avec nous sur ce plateau. Agnès et Augustine qui sont les deux cas de ce soir. Des cas sélectionnés parmi tant d'autres bien sûr. Comme vous le savez, le cancer n'est plus qu'une affaire des personnes âgées ou encore d'un certain âge. Aujourd'hui, le cancer touche même les adolescents. On le voit bien avec Agnès qui est âgée de 25 ans sur ce plateau et aussi Augustine qui est âgée de 36 ans. Avec nous également sur ce plateau pour tenter de comprendre ce que c'est et quel est le phénomène en tout cas depuis quelque temps. Professeur Chente Charlotte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricienne et avec un accent sur le combat. C'est ce que vous êtes donné comme défi, combattre les cancers et beaucoup plus le cancer du sein. Effectivement, je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital général de Douala, où je travaille depuis quelques années. Et dans nos tâches au quotidien, nous nous y mettons pour effectivement essayer de combattre cette maladie qui est assez dramatique dans notre environnement. Les cancers gynécologiques et mammaires d'une manière générale. Et voilà. Et lorsque vous avez suivi, a priori, sans entrer dans plusieurs explications, vous êtes une maman, vous avez écouté les témoignages de ces deux cas que nous avons ce soir. Qu'est-ce que vous vous dites finalement? Alors, je dis que c'est effectivement très dramatique de vivre des cas comme ça, dans un double sens. Déjà, la condition de la femme dans notre environnement. Vous avez dans les deux cas, à chaque fois, des femmes, dès qu'il y a des problèmes, qui sont abandonnées par ceux-là qui étaient un peu le soutien de la famille. Et d'un autre côté, on a la maladie, le cancer, qui, de nos jours, ne touche plus les personnes, seulement les personnes âgées, comme ça avait été défini depuis l'époque où on disait toujours l'âge moyen du cancer du sein, on va être autour de 60 ans. On a à peu près un quart des patients, parfois même un tiers, qui vont être des patients de moins de 40 ans, c'est-à-dire des patients atteints de cancer très jeunes. Et situation très dramatique parce que si vous avez suivi le parcours effectivement de ces deux jeunes, ça résume un peu le parcours du malade cancéreux en général dans notre environnement, atteint du cancer du sein aussi en particulier, parce que souvent ça commence, comme ça ne fait pas mal, on n'a pas peut-être assez de moyens, on crie autour, les autres n'entendent pas parce que bon, on est encore en pleine forme, ça ne fait pas mal. Et en général, c'est quand la maladie est déjà à un stade avancé qu'on commence à chercher
les voies et les moyens, et parfois c'est très difficile. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, sur ce plateau, Dr Djengwe Herero, bonsoir. Bonsoir Flavien. Nous vous avons sollicité une fois de plus parce que ce sont des cas qui vous touchent, puisque chaque fois qu'on pose un problème de santé, et surtout qui touche des parties importantes de l'être humain, vous vous dites qu'il faut contribuer pour remonter, redonner de l'espoir à ces patients. Bien, Flavien, je crois que la circonstance qui nous rassemble ce soir autour de ces cas est telle qu'on n'a même pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit. Il faut juste être un être humain capable d'éprouver ce qui est évident, c'est-à-dire une détresse, n'est-ce pas, accentuée de part et d'autre. Et donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, on n'a pas besoin d'être un expert pour se sentir un peu interpellé. Donc, sur ce plan-là, c'est un peu inconditionnel. Mais si je devais me prononcer ce soir, il y a peut-être deux niveaux de commentaires. Un niveau qui est plus clinique, plus fondamental, et je crois qu'on aura le temps de l'aborder tout à l'heure. Un autre niveau plus général. Et ce niveau général commence par, j'allais dire, malgré la circonstance un peu dramatique, le plaisir de partager ce soir un plateau avec le professeur Tchente, pour qui, en tant que professionnel, en tant que clinicienne, j'ai une très grande admiration. Et donc, c'est un grand plaisir d'être ce soir sur ce plateau avec elle. Le deuxième aspect, général aussi, concerne un peu les commentaires qui ont été émis par Véronique et par Agnès. Agnès et Augustine. Augustine, autant pour moi, Augustine et Agnès. Dans des éléments de langage. Ces éléments de langage traduisent quelque chose d'extrêmement violent. Et j'ai entendu Augustine concernant le drame qui lui est arrivé avec ce cancer du sein et l'intervention chirurgicale qui s'est imposée, qui consiste en une ablation. Elle a dit, on a coupé mon sein. Coupé, dans le langage commun, en général, ce n'est pas quelque chose qui vise quelque chose un service, une aide. Couper, n'est-ce pas? Au Cameroun, on a entendu parler des coupeurs de route, par exemple. Et donc, couper, c'est une violence. Donc, à côté de la violence de la maladie, il y a quelque chose qui se présente et s'impose à elle comme une violence. Et donc, c'est un traitement violent. Du coup, on a l'impression qu'il y a une double peine. C'est-à-dire qu'il y a la peine liée à la maladie, mais il y a aussi la peine liée soit au traitement, soit même ici à l'absence d'un traitement qui puisse vraiment permettre d'en sortir. Et je crois que dans le cas d'Agnès, il y a quelque chose de cette double peine aussi, c'est-à-dire une circonstance aggravante qui vient en rajouter à son drame. C'est-à-dire que la maladie est là d'une part, mais il y a autour de la maladie des circonstances qui auraient pu être évitées. Son caractère d'orpheline, mais ça, elle ne le choisit pas. Mais surtout aussi, dans son aventure humaine, son aventure sociale, le fait de s'être retrouvée dans les bras de quelqu'un qui, vous m'excuserez, c'est vraiment ce que je ressens. Ce n'est pas dans mon habitude, mais je suis obligé d'exprimer ce que je ressens par rapport à ça. Elle a dit « le père de mes enfants ». Mais quand on observe un peu la manière dont il la traite, et la manière dont il traite à la fois l'enfant qui est né et l'enfant qui est né et qui finalement n'a pas survécu, ben on aurait presque envie de se lâcher et de se dire au sujet de cette personne qu'il ne s'agit pas d'autre chose que d'un éjaculateur. J'ai tendance à croire qu'il ne mérite pas d'être considéré comme un père, parce que père, sur un plan psychologique, sur un plan humain, sur un plan social, c'est une attention, un soin, une responsabilité. Or, quand il n'y a pas de responsabilité, ben, on a l'impression que c'est un organisme qui sécrète des choses et dans ce cas précis, cet individu a juste la possibilité d'éjaculer.
et les conséquences et la responsabilité liées à ça, on peut se demander s'il en est conscient. Donc, c'est un aspect un peu révoltant qui vient en rajouter au drame d'Agnès, et peut-être qu'il faut le déplorer et interpeller aussi la société par rapport au sort de la progéniture qui est fabriquée comme ça, et puis interpeller les familles par rapport à ce qu'il advient, n'est-ce pas, des enfants qu'on fait venir au monde. Est-ce que ces enfants-là viennent au monde juste parce que le hasard a voulu qu'ils viennent au monde, ou bien est-ce qu'on s'engage en tant que parents à leur fournir tout ce qu'il y a de mieux pour leur épanouissement, pour leur sécurité, pour leur bien-être. Donc ça, c'était les niveaux un peu généraux de commentaires que j'ai voulu proposer pour commencer. Très bien. Alors, je voudrais rappeler ici que d'autres experts qui ont été invités pour prendre part à ce programme se sont débités à la dernière minute, raison pour laquelle nous avons une fois encore Augustine et Agnès sur ce plateau pour davantage édifier ceux qui sont déjà là. Professeur, on comprend bien qu'il s'agit du cancer du sein. Et lorsqu'on parle de cancer du sein, vous vous sentez tout de suite responsable parce que c'est votre combat au quotidien. Mais aujourd'hui, quand l'on observe et on constate que ce sont des jeunes ou de moins de 40 ans qui sont touchés par cette pathologie, on devrait se poser des questions. Pourquoi? Merci pour cette question très intéressante. Alors, pourquoi? On va d'abord commencer par voir un peu qu'est-ce que c'est que le cancer. Le cancer, en fait, c'est une prolifération anormale d'une cellule du corps. Une cellule qui était normale, à un moment donné, elle devient un peu comme folle, elle commence à se multiplier anormalement et acquiert des caractéristiques qui lui permettent de quitter le point de départ pour aller attaquer d'autres organes et détruire ces organes-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va parler de métastase à distance. Et c'est ça qui fait la gravité de la maladie. Maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive? À l'époque, on pensait, et ce qui est le plus souvent naturel, c'est que le vieillissement des cellules de l'organisme, dans ce processus de vieillissement, à un moment donné, il y a des cellules qui peuvent disjoncter. Maintenant, de plus en plus, on observe chez les jeunes, comme on a nos deux cas ici, de Augustine et Agnès, dont les patientes qui sont très jeunes mais qui développent le cancer. Pourquoi? Sur le plan étiologique et des facteurs de risque, il faut savoir que pour le cancer du sein, on n'a pas une cause connue, comme pour certains cancers. Par exemple, si je dis le cancer du foie, on peut penser au virus de l'hépatite B ou C. Le cancer du col, on pense à un virus qui est Human papillomavirus qui est transmis sexuellement, qui est sexuellement transmissible. Maintenant, pour le sein, il n'y a pas une cause bien précise, mais il y a des facteurs qui ont été identifiés comme des facteurs de risque de survenue de ce cancer. Ça veut dire quoi? Dans une population des femmes avec le cancer du sein, on observe plus telle ou telle chose. Et ces facteurs de risque-là, on les divise globalement en deux grands groupes. Alors, les facteurs modifiables, c'est-à-dire que sur lesquels on peut parfois agir, tels que, par exemple, l'obésité, l'inactivité physique, le stress chronique. Ça, c'est des facteurs, l'obésité, parce que c'est des cancers qui sont parfois liés un peu aux sécrétions hormonales. Et il y a des facteurs non modifiables, c'est-à-dire que sur lesquels on ne peut rien, notamment la prédisposition génétique. On a des familles dans lesquelles on va avoir peut-être la maman qui a eu un cancer, ou bien la grand-mère, une tante, ou bien une sœur. Il y a un gène qui a été muté et qui peut être transmis à la descendance. Et les porteurs de ce gène-là peuvent développer le cancer. Peuvent, c'est pas systématiquement. Dès qu'on a la mutation, on développe le cancer. Donc ça, c'est un facteur sur lequel on ne peut souvent rien faire. Il y a d'autres facteurs dont on pense maintenant de plus en plus, qui interviennent de nos jours pour donner des cancers chez des jeunes comme ça, qui sont les facteurs environnementaux, la pollution. Pour le moment, on ne peut pas encore dire de manière claire que bon voilà, c'est tel ou tel polluant dans notre environnement, mais beaucoup d'études sont en train d'être réalisées dans les pays développés, où on pense vraiment que la pollution joue un rôle important dans les mutations de certaines cellules de l'organisme et la transformation en cancer.
Et donc, voilà un peu. Il n'y a pas une cause connue, mais il y a quelques facteurs de risque, dont ceux que je viens de citer. Et le plus souvent, parfois, même ces facteurs de risque-là, on ne retrouve pas. Donc, ça survient comme ça de nouveau. Et on pense que c'est peut-être toutes les modifications qu'on a. La pollution, la culture n'est plus jamais saine. On utilise des tonnes d'engrais. Tout ce qu'on fait est tellement artificiel. Donc, on pense qu'il y en a quand même un peu de tout ça dans la survenue de certains de ces cancers chez les jeunes personnes. Très bien. Alors, le dénominateur commun des deux cas que nous avons sur ce plateau, c'est que tout est parti d'un bouton, de l'abcès, voilà. Après, on a négligé. Après, on allait voir le médecin du coin. J'allais le vendeur des médicaments du coin. On a donné des calmants. Et après, au fil du temps, les choses se sont compliquées, finalement. Alors ça, c'est vraiment l'histoire classique naturelle du cancer du sein. Ça commence par, au début, c'est celui qui commence à se multiplier, on ne les sent pas, parce qu'au moment où on sent la tumeur, où on sent le bouton dans le sein, ça fait déjà au moins 1 cm. Et à ce moment-là, il y a déjà des milliards de cellules tumorales qui sont libérées tout le temps dans la circulation. Donc ça commence, c'est encore tout petit, et puis la tumeur grossit progressivement. Et le drame, c'est que le plus souvent, quand c'est encore tout petit comme ça, bon, on se rend parfois compte qu'il y a une boule, mais ça ne fait pas mal, ça ne fait rien. Et puis on se dit, bon, ok, peut-être ça va passer. Entre-temps, la tumeur continue son process et elle continue à grossir. Quand elle commence à donner des symptômes, le plus souvent, la maladie est déjà assez avancée. Donc, c'est l'histoire classique, quoi. Petite tumeur qui commence et puis ça se multiplie. Et puis après, progressivement, ça prend tout le sein qui devient comme le sein de Agnès tout à l'heure, avec une peau d'orange, très gros, une petite ulcération au niveau du mamelon, des choses comme ça. Donc, c'est une histoire classique. Et donc, c'est le lieu, je vais peut-être déjà anticiper, d'interpeller toutes nos sœurs ici. Il n'y a rien de banal que de voir quelque chose qui apparaît à un niveau, que ce soit au niveau du sein ou d'un autre organe du corps qui n'existait pas là. Il faut toujours se poser la question. Il ne faut pas rester au quartier et se dire, bon, ok, comme ça ne fait pas mal, on va attendre. Il faut toujours se poser la question et aller droit au but, voir les spécialistes en la matière, parce qu'il y a toute une autre histoire dans le retard au diagnostic de nos patients, qui est celle de commencer toujours soit par le voisin à côté, ou le marabout, ou le charlatan, ou les gens qui ne comprennent pas encore et qui se disent tout médecin, qui vous expliquent des choses, et le temps passe, et puis après, 3/4 des patients vont arriver à l'hôpital à des stades déjà avancés. Oui, ça c'est intéressant. Mais autre chose, c'est qu'avant cette poussée, je voudrais dire avant ces petits boutons qui apparaissent, est-ce qu'on peut déjà savoir, on peut avoir une idée de ce que d'ici à 1 ou 2 ou 3 semaines, il pourrait se passer quelque chose dans l'organisme de la femme, je voudrais dire au niveau de son sein, si elle a une idée qu'il faut palper son sein chaque fois? Voilà, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs moyens. Peut-être, si vous voulez, on parle de la prévention une fois. Bon, on parlera beaucoup plus de la prévention. Mais, oui. alors, en général, avant que la boule n'apparaisse, il n'y a pas souvent d'autres prodromes. C'est-à-dire que quand la cellule commence à se multiplier anormalement, ben, il n'y a pas d'autres prodromes, jusqu'au moment où, peut-être en passant la main, on sent qu'il y a quelque chose d'inhabituel, ou bien je sens une boule, ou bien j'ai eu un pincement, ou bien je vois qu'il y a une rétraction anormale. Il n'y a pas d'autres prodromes, sauf si maintenant on fait des examens systématiques ou à un certain âge, si on fait une mammographie, à ce moment on peut trouver des lésions qui sont encore plus petites qu'on ne pourrait même pas encore ressentir avec les doigts. Oui. Dr. Djengwe, on constate justement qu'après ces 2 étapes ou alors ces explications, lorsqu'on a observé justement qu'il y a eu l'abcès et autres, l'élément commun ici c'est la douleur qui s'installe. Bien, je crois qu'en embrayant avec les explications du professeur Tchente, elle a utilisé un terme qui est un terme expert, les prodromes. Ça veut dire quoi les prodromes? Et donc, dans la communication et le langage, n'est-ce pas, médicaux, il y a ces choses-là, quelquefois, qui, par rapport à l'idée qu'on a déjà du cancer,
vient un peu donner à ce qui est en train de se passer une dimension, une envergure qui malheureusement peut s'installer et entraîner la personne dans une avalanche de complications qui sont d'abord émotionnelles. Les prodromes, c'est les signes avant-coureurs, c'est-à-dire les choses qui se présentent et qui annonceraient pour plus tard d'autres manifestations. Donc ça attire l'attention. Voilà, donc les signes avant-coureurs. Et donc ça existe sous différents registres, somatiques, émotionnels, psychologiques, en fonction des problèmes en eux-mêmes. J'en profite ici pour évoquer le fait que le cancer en soi-même a déjà une représentation, c'est-à-dire que l'image et l'imaginaire qu'on a du cancer, et c'est que c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, cancer égale cataclysme. Et donc, le fait d'avoir ça dans la tête, c'est un cancer, c'est une tumeur, c'est un cataclysme, ça prédispose le cerveau qui reçoit ça, même si le signal est subtil, à anticiper la suite comme un drame irréversible. Et sur cette base-là, ça peut être utile que au moment où la personne commence à être préoccupée avec des signes prodromaux, donc avant-coureurs, on ait un accueil et une communication et une éducation thérapeutique, une psychoéducation qui va aider la personne à adopter les attitudes et le comportement le plus constructif possible. Ça va éviter aussi soit de nier le problème, soit de l'exagérer et aussi d'entrer dans une trajectoire de comportement malheureusement fréquent qui consiste à aller chez le docteur du quartier, le docteur du coin, ou ceux que Augustine a appelés les charlatans. Et je pense que quand elle dit charlatan, au fond d'elle, elle fait bien la différence entre les professionnels assermentés et crédibles et d'autres professionnels qui proposeraient des formes d'explication et de traitement qui répondent non pas à la réalité du problème, mais à sa condition sociale, à sa condition économique et ses possibilités d'accès aux soins. Donc, la communication initiale est très importante parce que c'est ça qui va aiguiller et mettre sur le bon rail. Donc, les médecins, les généralistes, parce que le plus souvent c'est eux qui sont en première ligne, ils ont besoin d'être outillés dans la façon d'accueillir la détresse, les préoccupations, les inquiétudes du patient, les éduquer dans la surveillance et la conduite à tenir à ça. Donc, je disais que j'en profitais pour annoncer un programme qui va se développer au niveau de l'hôpital La Quintini. C'est un DU, un diplôme d'université, en psychologie médicale et santé mentale. Ça démarre le mois prochain. La cible et les destinataires, c'est les médecins généralistes, mais les médecins spécialistes aussi, dans l'identification, bien sûr, des symptomatologies complexes et les compétences émotionnelles, les compétences psychologiques qui permettent d'aider le patient à intégrer ce qui est en train de se passer. Et l'annonce, c'est quelque chose de très déterminant. La manière d'annoncer, la manière d'expliquer ce qui est en train de se passer, ce qu'on constate, est déterminant parce qu'on voit par la suite comment la trajectoire du patient le plus souvent va dépendre de la manière par laquelle ce qui lui arrive lui a été présenté au départ par le premier intervenant en première ligne. Donc ça, c'est profiter de ce plateau pour dire que l'opportunité se présente à l'hôpital La Quintini pour les médecins généralistes et spécialistes de s'offrir cette compétence supplémentaire dans le cadre d'un DU de psychologie médicale et santé mentale à partir du mois prochain. Très intéressant de toute façon. Alors, professeur, la méthode utilisée ici pour ce programme ce soir, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Après ces deux étapes qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire l'apparition d'un bouton ou de l'abcès, et après on va rencontrer un médecin, à quel moment ou alors quel type d'examen on doit faire pour savoir qu'ici il s'agit là d'un cancer du sein précisément? Ok. Merci pour la question. En général, quand la patiente va rentrer en contact avec un médecin, le médecin en général commence toujours par interroger la patiente. Donc l'interrogatoire vise donc à chercher
les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. Et après cet interrogatoire, on va examiner la patiente. Donc l'examen qui consiste à inspecter, donc regarder le sein comparativement. C'est toujours un examen comparatif à l'autre sein. Et dans le cas d'Agnès, on a tout de suite vu la grande différence au niveau des seins. Puis après cette inspection-là, on va palper. Donc on va palper le sein à la recherche de la boule. Et une boule qui est cancéreuse a des caractéristiques qui sont différentes d'une masse qui est bénigne. En général, la masse cancéreuse aura tendance à être fixée, va entraîner des modifications au niveau de la peau, alors qu'une masse qui est maligne va être très mobile et bien délimitée. On va aussi examiner la région de l'aisselle, comme Agnès a dit tout à l'heure, à la recherche des ganglions. Parce qu'en général, comme on a dit plus tôt, lorsque la tumeur commence dans le sein, et elle a la propension à aller attaquer d'autres organes. Le premier relais, en général, c'est les ganglions qui sont au niveau de l'aisselle. Donc, la perception à l'examen d'une masse mal délimitée, irrégulière, plus ou moins fixée, avec des adénopathies satellites, fait déjà suspecter fortement un cancer du sein. Puis, on va procéder au reste de l'examen, qui peut être normal ou pas, en fonction de s'il y a déjà des métastases à distance. À la suite de cet examen clinique, on devra pouvoir confirmer le diagnostic par des examens paracliniques. Et ces examens paracliniques-là, c'est initialement l'échographie mammaire et la mammographie qui permettent de faire une description morphologique de la lésion. Et maintenant, après cet écho et la mammo, on va faire l'examen de confirmation qui est idéalement la microbiopsie. C'est-à-dire qu'on prend des petites carottes au niveau de la tumeur, qu'on adresse en anatomie pathologique et la pièce sera examinée au microscope et ça va permettre d'identifier les caractéristiques qui font des cellules malignes. Ainsi, le diagnostic du cancer sera posé. Maintenant, une fois que le diagnostic est posé, le plus souvent, on ne va pas s'arrêter là parce qu'on sait qu'il peut y avoir eu des métastases à distance. Il faut faire ce qu'on appelle le bilan d'extension. Donc, faire d'autres examens pour savoir si la maladie n'est pas seulement au niveau du sein, si elle n'est pas allée au niveau du foie, au niveau des poumons ou bien au niveau de l'os ou du cerveau. Donc, c'est ça le bilan d'extension qu'on fait. Et le plus souvent, pour le sein, ça va être un scanner thoraco-abdominopelvien. Ça va être une prise de sang pour regarder la fonction du foie. Et puis, on fera des marqueurs aussi. Donc, c'est quand on a tout ce traitement, maintenant, on va essayer de stadifier la patiente et dire, bon, voilà, à l'issue de l'examen clinique et des examens qu'on a, la patiente a un cancer du sein qui est à un stade 1 ou bien... Donc, voilà un peu comment on pose ce diagnostic médicalement. Alors, ça, c'est de façon... Enfin, je voudrais dire, c'est qui est homologué pour comprendre finalement à quel moment on peut dire aux patients que vous souffrez du cancer. Et l'annonce n'a pas souvent été... un moment solennel, ça s'annonce avec beaucoup de retenue. Voilà, effectivement, comme disait le docteur Djengwe tout à l'heure, souvent les attitudes sont très différentes et je suis contente qu'on parle de ce DU-là par rapport au moment de l'annonce parce que souvent, lorsqu'on a fait des examens et qu'on a l'anatomie pathologique et qu'on voit que c'est un cancer, les attitudes sont très différentes. Vous avez des confrères ou des collègues qui décident de ne pas annoncer au malade lui-même, qui vont dire, bon, on va dire à la famille et puis voilà. Mais sinon, parce que pour annoncer à une patiente que vous souffrez d'un cancer du sein, il faut quand même prendre un peu de temps pour lui expliquer. Quand on dit qu'il y a un diagnostic de cancer, le plus souvent dans la tête du commun du mortel, ça veut dire qu'on va mourir, puisque on ne sait pas si on peut guérir de ce cancer. Or, c'est des choses qu'il faut commencer dont on doit parler dès l'annonce, en disant aux patientes, vous avez certes un cancer, c'est certes une maladie assez méchante qui peut tuer, mais on peut guérir aussi du cancer. Tout dépend du moment du diagnostic, des caractéristiques de la tumeur qu'on a et de la prise en charge qu'on va faire. Donc,
expliquer et le plus souvent s'aider d'un accompagnateur parce que parfois c'est des nouvelles qui sont très difficiles à recevoir tout de suite au cabinet et s'il y a quelqu'un qui accompagne c'est toujours mieux puisque la personne à qui vous annoncez le diagnostic, si elle est toute seule et qu'elle sort, vous ne savez pas ce qu'elle devient dehors, c'est souvent très difficile. Donc le moment de l'annonce c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais nous sommes de ceux qui pensons que la patiente doit savoir de quoi elle souffre, quoi. On doit trouver des moyens pour faire l'annonce de manière classique, de manière à permettre à la patiente de savoir qu'il y a toujours des portes de sortie. Alors, si on s'arrête à ce niveau-là, on comprendrait peut-être que le message est passé et qu'on sait que chacun a déjà une idée de comment faire chaque fois qu'on peut ressentir quelque chose d'étrange au niveau de son sein et où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les types d'examens qu'il faut également subir? Mais maintenant, nous avons 2 cas ce soir qui sont des cas bien différents, même s'il s'agit du cancer du sein. Pour les 2 cas, Augustine, par exemple, qui a été la première à contacter la maladie, qui a laissé en tout cas faire et qui finalement a rencontré les tradipraticiens après avoir fait un tour à l'hôpital parce qu'elle, dit-elle, elle n'avait pas de moyens, mais elle a bénéficié de l'ablation du sein. Et à la suite de cette ablation, il y a eu des complications, d'où son ventre qui prend du volume aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible? Alors, merci pour cette question. Initialement, on a dit que le cancer, c'était une maladie qui était très méchante parce qu'elle avait la propension donc, de quitter le site initial pour aller attaquer d'autres sites. C'est d'ailleurs pour ça que le traitement, en général, n'est pas une seule modalité thérapeutique. On fait toujours une association de plusieurs modalités thérapeutiques pour pouvoir combattre cette maladie-là, puisqu'on sait que c'est ici, ça peut être ailleurs. Et donc, dans ces modalités thérapeutiques-là, nous avons ce qu'on appelle la chimiothérapie, qui permet le contrôle à distance de la maladie, puisque c'est un médicament qu'on injecte dans la veine, et donc il va faire le tour dans tout l'organisme entier et détruire les cellules cancéreuses qui seraient en train de s'installer quelque part. On a la chirurgie qui permet d'assurer le contrôle local de la maladie, comme ce qu'elle a eu dans l'ablation. Ça permet simplement d'assurer le contrôle local de la maladie sans pouvoir assurer le contrôle à distance. Au moment où on fait la chirurgie, s'il y a des cellules qui sont déjà parties, elles vont juste prendre le temps qu'il faut pour se multiplier tranquillement, s'organiser, jusqu'au moment où elles vont avoir une expression clinique comme ce qu'elle a eu. Donc, au moment où on faisait l'ablation, sûrement, il y avait déjà des cellules dans la circulation. C'est pour ça qu'une seule modalité thérapeutique est rarement suffisante. Et au-delà de ça, on a même aussi la radiothérapie qui, avec la chirurgie, permet d'assurer le contrôle local de la maladie. Et d'autres thérapies encore, qu'on appelle dans notre langage les thérapies ciblées, qui dépendent maintenant de caractéristiques de la tumeur. C'est-à-dire que la tumeur de Agnès, c'est un cancer. Ici, c'est un cancer aussi. Mais les deux n'ont pas les mêmes caractéristiques. Chaque fois que le cancer se développe dans un organisme, il acquiert certaines propriétés. Et l'analyse de ces propriétés détaillées-là permet de savoir quel autre médicament on peut ajouter aux 3 thérapies classiques dont je viens de vous parler, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, pour être encore plus efficace. Par exemple, si on sait qu'il y a des récepteurs aux hormones sur le cancer de Madame Tell, en ce moment, à la fin du traitement, on ajoute des médicaments qui permettent de bloquer ces récepteurs-là. Donc, voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que le traitement a été partiel. Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel stade elle était au moment où on faisait l'ablation. Il y a des cas où on ne doit même pas commencer par l'ablation du sein. On doit commencer, par exemple, par la chimiothérapie. Par exemple, si on devrait traiter Agnès aujourd'hui, après avoir posé le diagnostic, déjà l'aspect que le sein a maintenant, on ne peut pas commencer par une chirurgie, il faut commencer par la chimiothérapie d'abord, et puis après faire la chirurgie. Donc, alors, dans votre explication, je comprends qu'il y a eu un problème de négligence pour aboutir à ce que subit Augustine aujourd'hui. Le traitement n'a pas été suivi de bout en bout et en temps normal. Il y a eu des interruptions, vous l'avez évoqué. Alors, pour le cas de Agnès, aujourd'hui, question de penser qu'on ne peut pas atteindre ce que subit aujourd'hui Augustine, il y a quand même une méthode. Elle a encore toutes les possibilités de pouvoir bénéficier d'un traitement efficace.
Alors, il y a bien sûr une méthode, c'est-à-dire la première des choses, ce serait de poser un diagnostic et un bon diagnostic. Comme je vous dis, lorsqu'on analyse la tumeur, lorsqu'on fait la microbiopsie, on peut dire, OK, voilà, c'est un cancer. On va déterminer quel est le type du cancer, puisqu'il y a plusieurs variétés. Maintenant, on doit être aussi à mesure chez les jeunes patientes comme ça, puisqu'il faut maximiser pour augmenter les chances de guérison, de décrire quelles sont les caractéristiques particulières de cette tumeur-là. Examen qui n'est pas souvent fait ici chez nous, peut-être au Centre Pasteur de Yaoundé de temps en temps, mais à l'étranger aussi. Donc, où on précise en plus que c'est un cancer de tel type, mais voilà les caractéristiques de ce cancer-là. Alors, une fois qu'on a ça et qu'on a son bilan d'extension, c'est-à-dire est-ce que la maladie est allée déjà, puisque pour le moment, on voit simplement le sein. Il y a d'autres organes. En général, le ventre, par exemple, pour qu'il commence à grossir, ça prend beaucoup de temps puisqu'il y a beaucoup d'espace. Souvent, la tumeur, ça peut prendre 1 an ou 2 ans. C'est là, pour elle, ça a déjà commencé. Ça fait 5 ans après l'ablation. Oui, voilà. Et donc, on ne se rend pas compte très vite parce que parfois, on va simplement se dire, ah, peut-être c'est parce que j'ai trop mangé aujourd'hui que mon ventre est un peu ballonné. Non, c'est parce que je suis constipée, alors que c'est parce qu'il y a quelque chose qui évolue. Donc, pour le moment, chez elle, on ne peut pas savoir puisqu'on n'a pas fait des examens. Peut-être il y a déjà quelque chose qui se passe aussi ailleurs, on ne sait pas. Mais en ayant fait ce bilan d'extension-là, on pourra identifier. Est-ce que pour le moment, la maladie est surtout localement avancée, au niveau loco-régional, puisqu'elle a parlé des ganglions aussi, ou alors il y a quelque chose ailleurs. Maintenant, une fois qu'on aura ça, on pourra déterminer les modalités de traitement. Mais d'emblée, ce ne sera pas l'ablation du sein d'emblée. Il faut d'abord commencer par la chimiothérapie lorsqu'on a une tumeur inflammatoire comme ce qu'elle a. Oui, peut-être avant de donner la parole à Dr Djengwe, mais on constate simplement que tout commence en février 2019 et nous sommes en mars 2020 et la maladie a atteint ce niveau. C'est allé un peu vite, quoi. Alors, c'est allé d'autant plus vite qu'elle était enceinte. Tout à l'heure, quand je parlais des facteurs de risque, je n'ai pas parlé des facteurs hormonaux, qui sont aussi des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. C'est-à-dire, on décrit souvent les patients qui ont les premières règles très précocement et une ménopause très tardivement. Bon, ça veut dire que pendant une longue période de leur vie, elles ont été exposées aux hormones endogènes, nos propres hormones de femmes, l'œstrogène et la progestérone. Pendant la grossesse, l'organisme maternel est inondé d'œstrogène et de progestérone. Et donc, pendant la grossesse aussi, on a une baisse relative des défenses de la femme, de l'immunité de la femme. Et donc, la plupart des cancers, notamment le cancer du sein, évoluent très rapidement pendant la grossesse. Donc, c'est souvent même d'ailleurs la raison pour laquelle, si on découvre le cancer très tôt, en début de grossesse, c'est une indication médicale d'interrompre cette grossesse et de soigner d'abord la patiente, puisque une fois guérie, elle peut avoir d'autres grossesses plus tard et pouvoir... Pourtant, si on laisse 9 mois passer, on est presque souvent vers la fin, on va arriver à des stades comme ça où la maladie est très avancée. Alors, Dr Djengwe, ce programme se veut pédagogique et même didactique. On voit bien qu'il y a des explications qui permettent à ceux qui nous regardent de comprendre les réalités même de ce cancer, le développement, comment est-ce qu'il se développe facilement, peut-être parce qu'il y a eu négligence ou parce que l'environnement permet aussi de faciliter justement l'aggravation de la situation. Oui, je crois que le professeur Tchente présente exactement les facteurs qui doivent être pris en compte pour comprendre en amont et pendant, même en aval, l'évolution et le développement du cancer. C'est vrai dans beaucoup de pathologies et dans les pathologies chroniques, c'est d'autant plus vrai que ça donne la possibilité d'anticiper ça parce qu'on peut visualiser un peu le processus et voir à quoi s'attendre. Et donc, ça aide à intervenir au bon moment en sachant pourquoi on intervient et pourquoi on intervient de telle façon. Et puis, donc, elle a évoqué, si heureusement, l'aspect hormonal. Et on sait bien que les hormones, c'est quelque chose de très subtil et qu'au niveau individuel, c'est très personnalisé. Et le système nerveux, donc, qui est contrôlé par un organe qu'on appelle le cerveau, ce système-là, il est capable de fabriquer des choses très étonnantes.
très surprenantes en modifiant positivement ou négativement, notamment les hormones. Il y a dans le cadre des pathologies chroniques, notamment ce que j'appelle habituellement les complications émotionnelles, en lien avec la réaction psychologique du cerveau face à des situations qui remettent en cause la sécurité et la vie de l'individu. Je crois qu'on n'a pas un meilleur exemple que celui du cancer pour considérer que, tel que nous l'avons évoqué tout à l'heure, le cancer est associé à un danger complet par rapport à la sécurité et à la survie de l'individu, même si, dans la réalité, et ça c'est quand on prend les choses de manière circonstanciée, on les examine objectivement, on sait qu'il y a un pourcentage élevé pour un nombre très important de cancers d'en sortir guéris. Ça veut dire qu'il y a des cancers dont on guérit, mais ce n'est pas ça qui vient d'emblée quand on prononce le mot cancer. Du coup, le cerveau qui fonctionne avec une dimension plus émotionnelle d'abord, et les aspects émotionnels sont automatiques, et l'autre dimension qui est intellectuelle, cognitive, ben, dès qu'on est confronté à quelque chose qui signifie qu'on est en danger, la partie intellectuelle du cerveau se déconnecte. C'est la partie émotionnelle, affective, automatique, autonome, qui prend le relais. Et notamment les émotions, le stress, l'angoisse, la peur, etc. Ben, c'est ça qui va s'installer parce que le message qui est venu, c'est un message de danger. Le stress va faire quoi? Le stress va faire que les hormones, donc pour revenir à ce que disait le professeur Tchente, les hormones vont être sécrétées et produites en abondance parce que c'est la façon naturelle et automatisée de l'organisme de déclencher une réponse, n'est-ce pas, adaptative pour se défendre face au danger. Les hormones du stress vont se développer, s'installer, l'adrénaline et dans la durée, le cortisol. Et on sait très bien que dans la durée, ces hormones vont se retourner contre l'organisme et l'organisme va développer des symptômes qui ne sont plus des symptômes du cancer lui-même, mais des symptômes liés à cette complication. Et les deux peuvent interférer. Ça veut dire que ça peut accentuer, accélérer, exacerber les manifestations liées au cancer. Donc on doit tenir compte de l'organe qu'on appelle le cerveau et du fait que, de manière involontaire, il peut participer à l'aggravation d'un tableau comme celui du cancer, tout comme, si on en tient compte, il peut participer à l'atténuation, à l'amortissement, au freinage du processus cancéreux. Ce n'est pas une exagération que de dire ça. Donc, en psychologie médicale, on est amené donc à considérer le cerveau comme l'organe à ne pas négliger, bien que le diagnostic objectif d'une pathologie cancéreuse localisée, comme le cancer du sein, fasse que toute l'attention soit centrée sur le sein. Mais toutes les informations concernant ce cancer localisé dans le sein sont traitées par le cerveau. Et la manière par laquelle le cerveau va recevoir et traiter ça aura une incidence, y compris hormonale, sur le reste de l'évolution du processus. Donc, dans le cas précis, n'est-ce pas, d'Augustine, on peut constater que la durée de son problème a pu, du fait des aspects émotionnels, psychologiques, le stress induit, avoir une incidence au niveau hormonal. Elle présente aujourd'hui une aménorrhée, donc, qui a pu conduire à l'impression d'être enceinte. Elle a même pu imaginer qu'elle l'était réellement. Or, puisqu'elle dit que ça fait bientôt 1 an qu'elle ne voit plus ses règles. Elle ne voit pas ses règles. Donc, en principe, c'est une adulte, donc elle sait en général ce qu'il faut faire pour tomber enceinte. Est-ce que dans son état de malade, elle a entretenu de manière régulière des rapports sexuels susceptibles de déboucher sur une grossesse? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'elle avait un cycle suffisamment régulier pour qu'on puisse imaginer qu'il y a des périodes, des fenêtres favorables pour tomber enceinte? Ça, c'est d'autres questions. Et même en évacuant ça,
Si c'était une grossesse normale ne dure pas plus de 9 mois. Donc, si son état ou sa situation dure plus de 9 mois, on doit envisager une hypothèse différente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que, alors qu'elle n'a pas ses règles, elle a un ventre qui pourrait faire penser à un état, n'est-ce pas, de gestation, une grossesse. Donc, c'est là qu'on va envisager la possibilité que le cerveau s'en soit mêlé. Comment le cerveau s'en mêle? Le cerveau s'en mêle en bougeant négativement, donc, ses hormones, et on va se rendre compte que des phénomènes comme les troubles du cycle menstruel, qui sont très fréquents, n'est-ce pas, en gynécologie obstétrique, ou bien des manifestations aussi durables comme les aménorrhées de longue durée, vont être comprises en se focalisant sur l'action du cerveau dans la présence trop importante et trop durable d'hormones du stress. Donc, le stress, si on y pense, aide à comprendre pourquoi elle n'a plus ses règles. Ne serait-ce que sur cette base-là, ça peut être suffisant. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un état de stress chronique et surtout aussi l'évolution de la maladie parce que l'organisme est affaibli un peu et puis le système ne fonctionne plus normalement. Si elle avait reçu la chimiothérapie, on aurait pu penser aussi que c'est les effets secondaires parce que beaucoup de patientes, après la chimiothérapie, vont voir leurs règles disparaître parce que ça a créé une altération de la fonction ovarienne. Alors, on va parler de la prise en charge proprement dite, donc de ces deux cas que nous avons sur ce plateau, puisqu'elles sont venues justement pour savoir si il peut avoir une solution ou alors il y aura une solution. Mais déjà, la première solution, c'est d'être déjà sur ce plateau parce que c'est un plateau d'espoir. On voit bien que Agnès, qui gesticulait à cause de la douleur en début de programme, a trouvé une légère stabilité à cause, je pense, de vos explications. Elle essaie de comprendre un peu la maladie en ce moment. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre en charge un cas comme celui d'Agnès? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, la prise en charge, bien sûr, l'objectif final, c'est de pouvoir stopper l'évolution de la maladie, donc faire procéder à l'ablation de la tumeur et stopper l'évolution de la maladie et aussi pouvoir assurer un contrôle sur un long terme de la maladie. Maintenant, pour atteindre ces objectifs-là, il y a plusieurs moyens. D'abord, les moyens non médicamenteux qui consistent un peu à entretenir Agnès, lui parler de sa maladie. On peut aussi lui montrer des cas d'autres patientes qui ont été malades et qui sont aujourd'hui guéries. Ça, c'est des choses souvent qui redonnent beaucoup d'espoir. Donc, la prise en charge est psychologique. C'est pour ça que, d'ailleurs, le docteur Djengwe est sur ce tableau. Ça fait partie du premier moyen de prise en charge. Une patiente qui accepte sa maladie, qui est assez courageuse, qui est positive, a plus de chances aussi de guérir qu'une patiente qui se laisse totalement affaiblir, l'organisme se laisse dominer tout de suite. Donc la prise en charge psychologique est très importante. Maintenant, on a la prise en charge médicamenteuse et chirurgicale. Donc, dans la prise en charge médicamenteuse, tout à l'heure, je vous ai parlé du traitement spécifique de la maladie qui est dans l'administration de la chimiothérapie, qui sont des médicaments qu'on donne, qui vont entraîner une destruction de la cellule tumorale. Et on a aussi des médicaments non spécifiques, notamment pour le moment, Agnès a mal, il faut qu'on lui donne des antalgiques, d'accord? Je pense que le fait de mettre l'eau et tout ça, là, ça calme un peu, mais de manière très précaire. Donc, il y a des antalgiques qu'elle peut prendre, des antidouleurs, qui peuvent calmer quand même durablement. Il est vrai aussi que parfois, avec l'évolution de la maladie, on va d'un palier plus faible à des paliers de plus en plus élevés. Mais ça, c'est des choses qu'on gère, la douleur. Donc, en dehors de ces médicaments de la douleur, là, si elle est anémie, on peut donner des médicaments pour S'il y a d'autres symptômes à côté, les vomissements, on peut donner des médicaments.
Tout ça sont des médicaments qu'on peut administrer pour le traitement. En dehors du médicament, on a parlé de la chirurgie. La chirurgie qui peut être une chirurgie conservatrice, ça veut dire qu'en fonction de la taille de la tumeur ou de sa localisation, on n'est pas toujours obligé de procéder à l'ablation de toute la glande. Si la patiente arrive assez tôt avec une petite tumeur, on peut aller faire juste l'ablation de toute la zone, de la tumeur et de la zone autour et conserver la glande mammaire, faire d'autres traitements adjuvants. Maintenant, le plus souvent, quand la maladie est déjà avancée, quand envahit tout le sein, il est difficile de pouvoir laisser quelque chose. Donc, ça va probablement être l'ablation de la glande. Ça, c'est la chirurgie. Pour ce qui est de la radiothérapie, il s'agit des rayons on apporte le plus souvent après le traitement chirurgical pour détruire les quelques autres cellules tumorales qui seraient restées en place après la chirurgie. Et après tout ça, il y a ce traitement, cette thérapie ciblée qui peut être l'hormonothérapie ou alors le traitement lorsqu'on a d'autres récepteurs. Il y a des traitements spécifiques en fonction des types de la tumeur. Et donc, les modalités du traitement, comme je vous ai dit du début, ça dépend du stade initial de la maladie. Dans son cas, par exemple, ça va être sûrement la chimiothérapie, puis après les autres viendront après, suivi de la chirurgie, puis de la radiothérapie et de l'hormonothérapie éventuellement si on a des récepteurs. Alors, pour le cas d'Augustine? Pour le cas d'Augustine, à l'heure actuelle, il faut refaire le bilan d'extension, donc pour savoir dans le ventre quel est l'organe qui est touché. Le plus souvent, c'est le foie, c'est l'organe qui est facilement touché par les cancers du sein. Il y a le foie, il y a le poumon et il y a les os. Donc le plus souvent, ça va être le foie. Et le foie, quand il est malade, il peut donner l'acide. C'est pour ça que le ventre va rapidement gonfler. Donc refaire le bilan d'extension pour savoir quel est l'organe touché. Et est-ce qu'en dehors de ce foie-là, il y a d'autres organes qui sont touchés? Et en fonction de la nature de l'atteinte, on peut, si c'est juste une lésion focale sur le foie, on peut même envisager une chirurgie, d'aller réséquer ce lobe du foie-là. Maintenant, s'il y a plusieurs nodules diffus, c'est la chimiothérapie, puisqu'on ne pourra pas aller enlever tout le foie entier. On va d'abord donner la chimiothérapie. Et après, si on a d'autres localisations, par exemple osseuses, on peut faire la radiothérapie dessus, sur les métastases osseuses. Et si on a des caractéristiques aussi de sa tumeur, on peut voir si on va faire l'hormonothérapie derrière. Très bien. Merci. Voilà donc des possibilités qu'il y a, en tout cas, pour pouvoir aboutir à quelque chose de bien, de mieux et de ce que nos patients, je veux dire, nos cas attendent véritablement comme solution. Dr Djangwe, tel que j'ai entendu, vous jouez un rôle important dans cette prise en charge. Et vous êtes même mon premier chef. Je crois que la médecine en général devrait s'envisager comme une approche interdisciplinaire de la santé, parce que c'est rare qu'il y ait un seul angle d'attaque, à la fois pour la compréhension et pour le traitement. Donc d'autres leviers méritent d'être évalués, considérés et mobilisés quand c'est pertinent, afin de proposer quelque chose de global. Donc cette idée-là de la médecine trouve, notamment dans le cancer, le terrain le plus indiqué. Et dans la mesure où, notamment, je le dis en me répétant, le cerveau est donc cet organe qui est donc le chef d'orchestre et qui, de près et mais à distance aussi, a une influence favorable ou défavorable sur le fonctionnement de l'organisme et sur des processus qui, quelquefois, ne sont pas toujours conscients. Mais si on s'adresse au cerveau en utilisant le langage du cerveau, ça peut augmenter les chances, dans un tableau comme celui-ci, d'atteindre des résultats qui, eux, sont anticipés de manière vertueuse et favorable. Ça commence par l'annonce. C'est un moment déterminant. Parce que c'est une mauvaise nouvelle, de toute façon. Or, une mauvaise nouvelle, mais elle n'est pas mauvaise parce que le mot cancer, objectivement, est un mot tabou. C'est juste parce que la signification et l'implication du mot cancer par rapport à la sécurité, à la vie de l'individu, est quelque chose d'insoutenable. Donc, ça veut dire qu'il y a des aspects émotionnels liés à ça. Ce n'est pas intellectuel. Et donc, quand on annonce une mauvaise nouvelle, on est en train de s'adresser à la partie archaïque du cerveau, qui, elle, fonctionne de manière automatique.
Donc, quand ça brûle, j'ai le réflexe, n'est-ce pas, du retrait. Et donc, les émotions, c'est pareil. Donc, j'envoie une information et cette information est insupportable. Le cerveau réagit comme ça de manière automatisée. Donc, ça commence par l'annonce. Il faut créer les conditions pour que l'information puisse passer sans que l'organisme se mette à lutter, n'est-ce pas, contre l'information qu'on est en train de lui proposer. Des situations où il y a des dénis ou des refus, n'est-ce pas, de coopérer, où l'individu, le patient, est dans le rejet d'abord du diagnostic et puis toutes les tentatives d'aide qu'on lui propose. Souvent, ces situations sont liées aux circonstances à travers lesquelles l'information concernant son problème, voilà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que il y a malheureusement dans chacun d'entre nous des prédispositions qui ne sont pas seulement génétiques, mais il y a des prédispositions psychologiques. Ça veut dire que chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui, de manière spontanée, ont tendance à relativiser tout ce qui arrive. On dit, ah oui, si c'est comme ça, bon, ben, voilà, ben, si c'est ça, alors on va faire comme ça. Et d'autres, chez qui le moindre signal de cet ordre va être pris avec une forme d'exagération et de catastrophisme. Et d'autres qui vont être dans une attitude de rejet absolu et radical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous, nous avons une manière d'être et de fonctionner, ça s'appelle notre personnalité. Et quand on en tient compte, on peut miser dessus pour orienter le traitement et la prise en charge. Et ça, c'est déterminant. L'aspect psychologique maintenant sur l'annonce et la programmation du traitement, c'est important. Maintenant, il y a des manifestations aiguës, par exemple la douleur. La douleur, c'est une sensation, mais c'est géré par le cerveau. Et les neurotransmetteurs, les neuromédiateurs qui gèrent la douleur sont les mêmes que ceux qui gèrent les émotions, comme la peur et la colère. D'accord. Donc, on peut travailler dessus physiquement. Je pense que... Je vous ai vu tapoter ses cuisses tout à l'heure pendant le reportage. Elle pleurait. Oui. C'était quoi? Exactement. C'est-à-dire que là, elle était aux prises avec des émotions insoutenables. Et ces émotions-là, parce qu'il y a une continuité entre les émotions et les aspects somatiques, c'est-à-dire ce que je ressens dans mon corps et l'émotion qui me saisit avec les pensées, c'est un peu déconnecté. C'est un peu comme si mon corps est pris en otage par des sensations incontrôlables. Mais je n'ai pas la capacité intellectuelle de me calmer. Donc, me dire, bon, ben vraiment, je sais que c'est la maladie qui veut ça, je vais supporter, etc. Donc, la partie intellectuelle du cerveau est hors ligne. Les gens qui utilisent Internet et nos opérateurs de téléphonie, etc., savent qu'il n'y a pas de connexion. Donc, je veux télécharger ce qui intellectuellement m'aide à me calmer et il n'y a pas de connexion. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est de faire en sorte que les deux hémisphères cérébraux qui gèrent de manière involontaire les sensations et les émotions se mettent en connexion et produisent les sécrétions hormonales qu'on appelle les endorphines. On a parlé du traitement antalgique, c'est-à-dire qu'on utilise des médicaments antidouleurs. Donc, le cerveau est capable de fabriquer ça. Ça s'appelle les endorphines. Donc, quand on stimule, tel que je l'ai fait là, ça active la partie parasympathique, n'est-ce pas, du système nerveux qui va favoriser la sécrétion de ces endorphines et ça va apaiser l'organisme. Merci, merci bien. Alors, j'imagine que nos cas de ce soir sont bien édifiés et même vous qui êtes à la maison, vous avez puisé à bonne source avec notamment les explications du professeur Tchente, également docteur Ndiengwe. Donc, tout cela tourne autour des moyens financiers. Il faut de l'argent pour la prise en charge de ces cas, finalement, et les raisons pour lesquelles nous sollicitons avec la main sur le cœur les actes, en tout cas très souvent posés par nos chers téléspectateurs qui accompagnent plus souvent les cas proposés sur ce plateau et qui trouvent aussi des solutions et présenter par après ce que ces personnes deviennent. Professeur, merci d'être venu. Ben, merci, je vous remercie grandement de m'avoir associé à cette émission. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vais me présenter et je ne vais pas partir sans dire un mot sur la prévention, s'il vous plaît. Oui, c'est intéressant. C'est très important parce qu'on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce qu'il y a des moyens de prévention ou alors surtout de dépistage précoce
du cancer du sein? La réponse, c'est oui. Quand on dépiste précocement un cancer, est-ce qu'on peut le guérir? La réponse, c'est oui. Comment faire donc pour le dépister précocement? On conseille un examen mensuel par la femme elle-même. En général, une fois par mois, la femme doit examiner ses seins. Ça s'appelle auto-examen du sein. Je me mets devant un miroir, je regarde les seins pour voir s'il n'y a pas une modification anormale. Puis, je palpe superficiellement pour voir si je ne sens pas une boule ou quelque chose d'anormal. Et si je sens quelque chose d'anormal, je me rends à l'hôpital. Ça ne sert à rien de sentir quelque chose d'anormal et de se dire, bon, ça ne fait pas mal, j'attends. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, une fois par an, quand c'est possible, c'est mieux de se faire examiner aussi par un consultant, non par un soignant, qui va regarder, palper. Peut-être que vous n'avez pas la bonne technique, vous palpez. À l'occasion, il va vous éduquer sur comment palper les seins. Et s'il y a quelque chose, on va voir. Au-delà de ça, lorsqu'on a un certain âge, puisque jusqu'à présent quand même, les 2/3 ou les 3/4 surviennent chez des patients âgés, à partir de 45 ou 48 ans, on conseille, en plus de cet examen clinique-là, de faire une mammographie systématique tous les 2 ans. L'avantage étant que la mammographie permet de détecter des lésions qui sont encore plus petites. Lorsqu'on palpe, on ne peut détecter que les lésions qui dépassent 1 cm. Avec la mammo, même si la lésion fait 0,5, donc 5 mm, on peut déjà la voir. Et plus tôt on détecte, mieux ça vaut. Lorsqu'on a des cas familiaux, on n'attend pas jusqu'à cette quarantaine ou cinquantaine pour débuter les mammos. On peut la faire encore beaucoup plus tôt. On fait un cliché même à 35 ans. Donc c'est très important, s'il vous plaît. Oui, si message, tout le monde s'y met, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de cas qui guérissent du cancer du sein. Merci, merci professeur Jointé Charlotte, gynécologue obstétricienne et beaucoup plus engagée dans le combat contre les cancers, notamment le cancer du sein. Merci à vous, Dr Njengwe. Et nous allons marquer une autre pause. Question de vous présenter un cas social qui a déjà été diffusé sur ces antennes. Mais n'oubliez pas que nous parlons du cas de Agnès et Augustine qui sont avec nous sur ce plateau. Et c'était l'objet d'ailleurs de cette émission de ce soir. Juste après, nous allons accueillir Irène Tembe sur ce plateau. Son pied. Et pendant qu'il voulait fuir, ça a fendu le deuxième pied et ça a ouvert et séparé l'urètre de la vessie. Ce qui fait que depuis ce jour, il ne fait pas les urines par voie normale. Cyril, élève en classe de première au moment des faits, était allé passer des vacances chez son oncle. Par ailleurs... C'est un cas social déjà diffusé sur les antennes d'Equinox et toujours dans ce programme. Irène Tembe est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui, quelle est la situation de Cyril Fossé? Oui, avant d'entamer la situation de Cyril Fossé, nous allons d'abord lire certaines réactions qu'on a eues lors du passage de Nono Agnès sur ce plateau avec Augustine. On a eu des différentes réactions qui sont les suivantes. Association Agidef 15 000 francs, Kweche Choumi 5 000 francs, Le Chouan-Chouante 2 000 francs, La Mémé 5 000, la famille de Fosso Yvonne Joël 12 000, Wandi Laetitia 15 000, Bienfaiteur 5 000, Goumela Ignace 500, Brond 5 000, Gangue Kamgem 5 000, Name Epouzungam 1000 francs, Ngoufak 2 000, Glinda 10 000, Fokam Derek 10 000, Valessa Noël 2 000, Mbé Camille 10 000, Minor 1000 francs, Bienfaitrice Anonyme 10 000, Monsieur Tombe Eric 10 000 francs, Idriss 1000 francs, Makoudjou Zogoum 10 000 francs, Zamene 3 000, Nikita 5 000, Agande Awangwa 10 000 francs. Là, c'est pour le compte de Nono Agnès. C'est un montant de 159 500 francs CFA. Et pour le compte d'Augustine, nous avons Goumela Igna 500, Monsieur Tombe 5 000 francs, ce qui lui donne 5 500 francs. À la suite donc de ces contributions, nous continuons avec le cas de Cyril Fossé. Les différentes contributions sont les suivantes. Bienfaitrice de Bafoussam, 2 000 francs. Divine Chanel Emana de Yaoundé, 1 500. Une chrétienne bienfaitrice, 3 000. Famille Gadjo, 5 000. Une bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Belle Gougo, 1 000 francs. Famille Ebona 2, 1 500. Nikezun Donfak, 2 000. Sylvie Gertrude Ndjanja, 150 000. Roseline de Boranté, 1 000 francs.
francs. Sidoine Tefouette, 3 000. Famille Tafouken, 3 000. Ulrich Tameyi, 2 500. Une chrétienne de Yaoundé, 5 000 francs. Famille Demanou à Ebolova, 2 500. Kameni Locho, 1 000 francs. Jean Nikunje, 5 000. Madame Guessop, 2 500. David Tonle, 1 000 francs. Une chrétienne depuis PK8, 2 000. Bienfaitrice, 4 000. Kouete Emmanuel Frankumba, 2 500. Tala Sorel, 1 500. Une famille Carrefour du banquier, 5 000. Bienfaitrice inconnue, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Un chrétien, 50 000. Fokana Jogim Pascal Blaise, 25 000. Nicole Alvin Dongo Manga, 2 500. Bienfaitrice de Damas, 1 500. Une maman à Tamtam Yaoundé, 1 500. Bienfaitrice depuis Funban, 2 500. Anonyme, 2 500. Une chrétienne d'Oyak, 500. Monsieur Piment, 5 000. Une parolienne, 5 000. Une famille bienfaitrice à Kribi, 50 000. Anonyme du Carrefour des Deux Plages, 10 000 francs. Nous avons un montant pour le compte de Cyril Fossi de 353 500 francs CFA. Avant de sortir de cette émission, il faudrait rappeler que nous avons les dames de CIMAF qui ont contribué un don de 300 000 francs CFA pour le cas de la petite merveille Lonla. Très bien. Merci. Merci à nos chers téléspectateurs qui contribuent chaque fois qu'il y a un cas proposé sur ce plateau et dans le cadre de cette émission Regard Social. Autre information avant de partir? Juste rappeler les numéros pour les contributions. Il s'agit des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par SMS le cas pour lequel vous êtes en train de contribuer. Merci et bonne soirée à vous, Irène. Merci et bonne soirée également. Et merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition. Georges Mitterrand-Dam, Dallas Tchana, Cédric Nana, Eric Ouattat, Cédric Chouna, Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, le grand public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Monsieur, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.